Calédonie, l'aventure des plantations de canne à sucre a duré 35 ans. Une histoire économique, mais aussi humaine, et dont les traces sont encore vivantes. C'est en 1867 que les Kondoya arrivent en Calédonie. Ils font partie des familles pionnières d'origines indiennes de la côte de Malabar. Moi, je suis de la 3e génération née sur le territoire. C'est mon arrière-grand-père qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie. On les appelait les Malabar. Ils sont arrivés avec des planteurs réunionnais. Il est arrivé ici, il a travaillé dans les sucrières, en particulier à Dembéa. Mon père a passé dans toute sa vie à faire de l'agriculture aussi. Et moi, je suis donc arrivé derrière. Et puis, bon, ben, maintenant, je fais aussi de l'agriculture sur une propriété qui n'est pas celle de mon père. C'est une propriété que j'ai achetée, mais qui était aussi une concession de Malabar. Ces Indiens s'installent avec femmes et enfants sur des lots dans une plaine près de la Foi, appelée aussi plaine des Malabars. Les Indiens restaient du côté surtout de Naïna et de Forêt-Noire, mais à l'époque c'était loin, parce qu'il n'y avait pas de route comme maintenant, et ce qui fait que peut-être que ça avait été fait exprès, c'est ce qui a été dit, de façon à éviter qu'ils se regroupent. Dans ce coin-là, il y avait des Arsapins, donc les Kondoya, bon, il y en a eu beaucoup, quoi. Après, sur Forêt-Noire, il y a eu les Payandis. C'est ce qui fait que c'est comme ça que la foi, après, la plupart des Indiens Malabar sont restés sur la foi. Pendant plus de 10 ans, près d'1 millier d'entre eux, usiniers, ouvriers ou contremaîtres agricoles, sont employés dans les usines de la région, notamment celle de la Wameni, financée avec des capitaux d'un dénommé Kervegen, et dirigée par un sucrier réunionnais, Louis Nas de Touris. Là, sur 3500 hectares, s'activent plus de 150 de ces travailleurs. Les Malabars, ce sont des coulis indiens qui étaient employés à La Réunion pour la canne à sucre. Hein. Donc ils connaissaient le métier, ils savaient comment la planter, comment l'entretenir, comment la couper. Donc il vient ici avec un personnel déjà qualifié, donc 136 Malabars qui vont non seulement servir pour la plantation, mais aussi au départ pour construire l'usine. C'est des ouvriers, ils viennent coloniser? Alors ce sont des ouvriers, hein, il n'est pas question de terre à concéder à ces Malabars. Pourtant, entre 1873 et 1878, l'usine ne produit pas beaucoup, en raison de terres ingrates, d'une région aride et d'un matériel d'occasion, arrivé tardivement de l'île de la Réunion. Les temps déjà de navigation entre la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, c'était quand même plusieurs semaines. Il fallait trouver un bateau pour transporter tout ça. Ensuite, il fallait l'amener depuis 6-7 km d'ici sur des chars à bœufs. Il fallait trouver les charrettes pour transporter ces pièces très lourdes. Et ensuite, les assembler sur place. Donc tout ça prenait du temps. Mais bon, à l'époque, le temps n'était pas compté comme aujourd'hui. Pourtant, des bâtiments imposants sont érigés. Une cheminée de 7 niveaux, faite de moellons et de pierres de taille, permet à la main-d'œuvre qualifiée de mettre l'usine en production. On produisait la vapeur pour faire fonctionner les moulins à canne, pour écraser la canne. Et d'autre part, le vezou, quand on sortait le jus de canne, il fallait pouvoir le concentrer sans caraméliser le sucre qui était à l'intérieur. On ne pouvait pas le faire en chauffant simplement le liquide parce que ça aurait caramélisé. Donc on utilisait la vapeur comme source de chaleur et graduellement éliminer le liquide et récupérer le sucre. Donc c'était une très longue opération, c'était très délicat parce que si on chauffait trop, on caramélisait. En définitive, on s'aperçoit que dès la fin de l'année 1875, le propriétaire Kervegen essaye de refiler cette usine à l'administration et saisit pour ça le ministre des colonies à Paris. On sait aussi qu'en 1976, par exemple, ils ont vendu l'alambic. Donc on peut dire que cette usine elle a fonctionné peut-être 3 ans à plein régime et qu'ensuite l'usine a été ruinée. Ces planteurs fraîchement débarqués, comme Kervegen et Nas de Touris,
Ils ont tous l'ambition de faire fortune comme sur l'île Bourbon. Là-bas, dès 1815, l'île avait connu un âge d'or du sucre, avant de vivre un déclin brutal. L'euphorie pour la culture de la canne avait généré des centaines de distilleries et unités sucrières jusqu'en 1860. À partir de 1863, il y a une addition de difficultés qui vont plonger la Réunion dans une crise économique très importante. Il y a une maladie dans la canne qui est créée apportée par le borer, un papillon dont la larve creuse des galeries dans les cannes et qui ravage des hectares de canne à sucre en très peu de temps. Il y a également une crise économique et surtout, au niveau mondial, le cours va chuter du fait d'une production cubaine importante qui arrive sur le marché. Il y a également le fait de l'ouverture du canal de Panama en 1869 qui va faire que l'apport de sucre en Europe revient moins cher. Et naturellement, ces aventuriers voient en la Calédonie un possible Eldorado. Le gouverneur de la Réunion est le baron d'Haricot. Il échange des correspondances importantes avec son homologue de Nouvelle-Calédonie qui est Charles Guillen. Les deux hommes échangent plusieurs lettres et Charles Guillen incite fortement à ce moment-là les colons réunionnais à venir planter de la canne ici. Et en ce sens, il y aura donc une délégation bourbonnaise qui va venir en 1864 pour explorer les vallées et les différentes régions de Nouvelle-Calédonie. Ces incitations financières, elles sont motivées par des primes offertes par le gouverneur Guillen, 500 hectares de terre à qui ouvre une usine sucrière d'un rendement de 7 à 800 tonnes de sucre par an. Un véritable défi que relève et gagne Didier Nouma-Joubert, négociant français installé en Australie, associé un an plus tard à Auguste Klein. Sur 4000 hectares fertiles, situés sur la rive gauche de la rivière d'Umbéa, le domaine de Koé est inauguré. Sur une installation comme celle de Koé, c'est facilement plus d'une centaine de personnes qui travaillaient dans l'entreprise entière, entre les plantations de canne à sucre qui demandaient énormément de main-d'œuvre pour la plantation, l'entretien et les récoltes, pour la manutention, la manipulation, c'est-à-dire l'approvisionnement de l'usine en canne, et ensuite pour la fabrication du sucre lui-même. La fabrication du sucre demandait une main-d'œuvre très spécialisée. Il y avait des variétés indigènes, les Kanaks au début de la colonisation. On a découvert que les Kanaks avaient de très beaux plants de canne à sucre. On en a d'ailleurs prélevé pour les essayer. Et puis les colons ont amené des variétés de l'île Maurice ou de la Réunion avec eux. Ils arrivent à faire reconnaître la qualité de leur sucre, de leur production sur le marché australien. Mais bien sûr, ce sont des quantités infimes, tant le marché australien est énorme qu'ils arrivent à produire là-bas. Et c'est surtout Joubert qui a amené du sucre et qui l'a exposé, qui a gagné des prix en Australie parce que Joubert était installé là-bas. Mais l'histoire est faite d'imprévus et les malheurs se multiplient. Mort subite de Klein, l'associé principal, et affaire de justice pour la succession, vient le décès du jeune Ferdinand Joubert. Le père épuisé repart en Australie, il confie à son deuxième fils Auguste le domaine. Mais l'usine de Koé, après 12 ans d'exploitation, ferme ses portes définitivement en 1877. Mais déjà le Caillou est en proie au boom du sucre. Les usines ou les tentatives d'usines s'amplifient. À la Tamoa, en 1869, une compagnie sucrière est inaugurée avec des actionnaires. Des notables et des hommes d'affaires investissent dans 84 hectares de terrain. L'usine se trouvait exactement derrière ces arbres qu'on voit au fond. On peut imaginer toutes ces plaines avoisinantes qui étaient cultivées en canne à sucre à l'époque. C'était une société anonyme avec un capital de 1000 actions à 100 francs. On y trouvait des hommes d'affaires, des spéculateurs comme John Higginson, Monsieur Ralph qui était commerçant, Higginson qui était un industriel, un mineur. On avait également un avocat, Monsieur Desarnaud, qui était également un homme d'affaires, Monsieur Paté, qui était un fonctionnaire, qui avait également des affaires, et puis surtout un peu comme spécialiste du sucre, Monsieur Arthur Duboisé, qui était également de la sucrerie de Nimba aux côtés de Monsieur de Grélan. Plus au nord de la province sud, toujours sur la côte ouest, d'autres initiatives se montent. Ici à Bourail, en 1870, l'usine de Bakouya est implantée. On peut imaginer des champs de canne. Aujourd'hui, c'est du maïs, mais bon, ça donne un peu la même impression qu'il y avait à l'époque d'hectares de canne à sucre qui étaient plantés tout autour de l'usine.
Dans cette cheminée, il y avait en effet toute une tuyauterie. Donc il y avait le foyer à l'intérieur. On chauffait avec les résidus de canne qu'on appelle la bagasse, qui permettait de monter en chaleur. Donc l'eau était chauffée et la vapeur qui était donc produite par cet échauffement était ensuite stockée dans une chaudière. Donc on s'en servait un peu, la chaudière servait un peu de réservoir de vapeur. Au moment de la récolte, on peut dire que là ça tournait à plein régime. Il fallait produire et puis la saison était courte. Il fallait que ce soit fait quand même sur quelques semaines quoi, pour éviter que les cannes se détériorent. Voilà. La technique, c'est que quand on coupe, il faut prendre celui qui est devant vous. C'est pas chercher la canne, même si c'est celui qui est mort ou l'herbe ou l'arbre qui gêne, c'est ça qu'il faut couper d'abord. Et puis après, la canne. Vous avez fait ça longtemps, vous, monsieur Chabal? Oh, j'ai fait ça pas tellement longtemps, une dizaine d'années. Et quand on coupe la canne, il faut un petit peu de gaieté en même temps, un petit peu de gaieté pour que les stress s'évacuent. Alors on coupe, des fois on chante, des fois si on a envie de chanter, on chante, si on n'a pas envie de chanter, on coupe au travail. La fièvre calédonienne de la canne est alors à son apogée avec l'usine de Nemba, toujours sur la rive gauche de la Dumbéa, en aval de celle de Koé. Oui, Natacha, je vais te montrer. Je vais te montrer la plaine et t'expliquer comment c'était en fait à l'époque d'Evenord de Grélan et de Paul Duboisé. Tu vois cette belle plaine de Nemba là, elle était couverte de canne à sucre, c'était magnifique. Donc avec les plants pris à Gatop, ça poussait tellement bien, les 3 espèces endémiques là, qu'elles étaient déjà à l'apparence adulte au bout d'1 an seulement, après les plantations. Mais c'est avéré qu'on en tirait beaucoup plus de sucre au bout de 2 ans. C'était déjà une performance parce qu'il faut savoir qu'à l'île Bourbon, il fallait presque 3 ans. Et l'association de ces deux réunionnais, Evenord de Grélan et Arthur Duboisé, dope l'industrie sucrière du pays. Experts en la matière, ils s'installent sur 132 hectares avec quelques Indiens. Une architecture majestueuse, imposante. On voit la dimension de l'usine, du bâtiment. Il faut savoir que lorsqu'on voit des photos d'archives de l'île Maurice, de la Réunion ou de Mayotte, on s'aperçoit que le même type d'architecture existe là-bas. En fait, parce que les colons sucriers étaient venus avec leur main-d'œuvre, mais avec leurs plans. Alors, il y avait un matériel très particulier puisque la Réunion était en plein essor technologique pour cette industrie sucrière. Donc ce matériel-là, ils l'ont amené avec eux, ici en Nouvelle-Calédonie. Donc la dernière technologie en matière de sucre qui était présente ici à Nemba, comme à Koé ou comme dans les autres usines à sucre de la colonie. On introduisait les bâtons de canne à sucre ici. Et à l'intérieur, un broyeur extrayait le jus qui sortait ici. Et là, on récoltait le vezou, qui était le jus de premier jet. Voilà. Et ce jus de premier jet, après, a été à l'usine, évaporé dans des chaudières en plusieurs épisodes, jusqu'à obtenir du sucre. Et de la partie inutilisable pour le sucre, on s'en servait pour le rhum. Sur son domaine, Evenord de Grélan ouvre aussi un jardin botanique et un parc d'acclimatation. Homme d'affaires, ce réunionnais est issu d'une tradition familiale d'avocats et de magistrats. Frédéric, son descendant de la 5e génération en ligne directe, est lui-même avocat et engagé dans la vie politique calédonienne. Evenord, c'est vrai qu'il a toute une palette de personnalités. D'abord, quelque chose qu'on sait très peu, mais ça se transmet par tradition familiale. C'était quand même un guerrier en quelque sorte. Quand il est venu de l'île de la Réunion, dans la famille, on se raconte cette anecdote depuis longtemps. Leur bateau a été attaqué par des pirates et Evenord a dû se battre à l'épée et en a tué 2 qui sont passés par-dessus bord.
Et donc, ça n'a pas été un voyage de tout repos. Quand même, la Réunion, Nouvelle-Calédonie à l'époque, je crois qu'il fallait être des sacrés marins et des sacrés aventuriers. Et puis Evenor, il a été le premier à faire de la photographie quasiment en Nouvelle-Calédonie. Il a accompagné Jules Garnier, par exemple, pendant tout son voyage autour de la Nouvelle-Calédonie. Et il a pris des photos qui sont incroyables, hein, des documents historiques magnifiques. Il a été également le premier à créer les francs-maçons en Nouvelle-Calédonie, la loge maçonnique de l'Union calédonienne à l'époque. Et il a été membre du conseil privé de la Nouvelle-Calédonie aussi. Et enfin, il a participé à quelque chose de très important pour moi, qui était la rédaction du rapport du général de Trintignant sur les causes de l'insurrection kanak en 1878. En fait, Evenor a planté en canne à sucre tous les bords de la Dumbéa. Et ça a été donc des débuts assez fastes et prometteurs. Hein. Ils ont produit du rhum à partir de là. Mais il y a eu des cyclones et surtout des invasions de sauterelles qui ont complètement ravagé les cultures à l'époque. Ma grand-mère me racontait, quand ils montaient en train depuis Nouméa vers Païta, la locomotive ne pouvait plus avancer parce qu'elle patinait sur les sauterelles qui étaient sur les voies. Hein. C'était tellement volumineux que ça faisait un tapis graisseux qui ne permettait plus à la locomotive d'avancer. Ces colons, jeunes et courageux, rencontrent en effet tous des difficultés. Mais la plus redoutable est celle des invasions de criquets migrateurs. C'est une espèce de criquet qui est calédonienne, hein, mais qu'on rencontre également en Australie et qui est très apparentée aux criquets migrateurs qu'on rencontre en Afrique de l'Ouest, hein, qui font ces grands vols ravageurs. Et donc cette espèce est Locusta migratoria australis et elle était très répandue sur la côte ouest avec des zones privilégiées au sud de la Grande Terre avant de partir à la conquête de toute la côte ouest en fin de saison humide. Après avoir consommé toutes les ressources, elle s'envolait à la recherche de nouvelles zones favorables où on avait des ressources alimentaires. Ici on a des criquets hein, qui sont en fait les espèces qui font des bandes piétonnes et qui s'envolent, donc avec un comportement grégaire. Et ici on a des sauterelles de cocotiers qui elle n'a pas de comportement grégaire, qui est individuel et qui va défolier des cocotiers mais qui est incapable de détruire des champs. Alors que ceux-ci, avec le comportement social et leur agrégation, vous imaginez des dizaines de milliers d'individus avançant dans une zone de prairie. Et vous imaginez qu'il n'en reste rien au bout de quelques heures. Face à ces dévoreuses, les planteurs réagissent efficacement. La première idée est une lutte biologique avec l'introduction de merles de Moluques. Malheureusement, donc, il y a un premier couple qui est arrivé et il y a un chasseur du coin qui a abattu le mâle en pensant « Ah, j'ai jamais vu cet oiseau, qu'est-ce que c'est ?» et qui l'a ramené à Nouméa en disant « Voilà, j'ai trouvé quelque chose d'inédit. » Bon, ce premier échec de la première introduction, mais l'individu qui a survécu a consommé des criquets. Donc les gens se sont dit c'est une bonne idée. Ensuite, il y a une tombola qui a été organisée, qui a permis de réunir de l'argent et de faire venir de la Réunion plusieurs couples de merles des Moluques. Et ces couples de merles des Moluques ont été distribués dans les différents points de colonisation agricole le long de la côte ouest. Et puis voilà, le merle des Moluques qui s'est installé. Il a mangé des criquets, mais il n'a pas mangé que des criquets. Il a sans doute contribué à la réduction des populations des criquets en Calédonie, mais c'est sans doute pas lui qui a réglé le problème. Ils ont imaginé vraiment de mettre en place des pièges. Donc on était en phase de colonisation pénitentiaire. Donc il y avait de la main-d'œuvre facile à réunir. Donc quand il y avait des bandes piétonnes, hein, donc ces grandes quantités de larves incapables de voler qui étaient repérées, on amenait des forçats. D'abord on creusait de grandes fosses. Hein, et on amenait les forçats qui rabattaient tous ces criquets vers les fosses, dans lesquels soit on versait du pétrole, soit les gens descendaient dedans et piétinaient tous ces criquets, et ensuite on les enterrait. D'autres fléaux ruinent aussi les entrepreneurs privés. Des cyclones, mais aussi la sécheresse ou encore les inondations. Des calamités naturelles qui sapent aussi le moral des missionnaires maristes, car les prêtres montent aussi 2 usines sucrières en milieu kanak. Dès 1868 à Saint-Louis et 4 ans plus tard à Païta, là, une vingtaine de petits colons y produisent sucre et rhum de grande valeur. Le sucre
fabriqués par les maristes étaient de très bonne qualité puisque le sucre de Saint-Louis obtient une médaille d'argent lors de l'exposition agricole de Nouméa en 1877. Donc les maristes avaient la technique, le savoir-faire. Pour autant, leur entreprise, autant celle de Saint-Louis que celle ici de Païta, n'a pas été couronnée de succès, ça a même été un échec parce que les maristes se sont lourdement endettés. Dans la foulée, il fallait changer très tôt les machines, qui étaient des machines au départ d'occasion, achetées à La Réunion et à Maurice. Et donc les aléas se sont multipliés et bien vite, cette usine de Païta a dû fermer ses portes. Cette partie a abrité la grande roue hydraulique qui était elle-même alimentée par un canal, je vous disais, venu de la Clarie-Fouillé. Alors on s'aperçoit bien sûr de l'architecture de ces bâtiments qui sont imposants, hein, majestueux. Ça démontre un savoir-faire de grande qualité. Il faut savoir que ces bâtiments ont été faits par des bagnards, par des transportés, puisque le gouverneur Goutier de la Richerie qui inaugure l'usine, lui, est favorable à la mission. Il donne la main-d'œuvre nécessaire aux maristes. Avec la fermeture des usines de Païta et Saint-Louis, le premier essor sucrier touche à sa fin et c'est l'administration pénitentiaire qui relance cette économie. Elle rachète les usines de Coenimba et c'est là qu'un affairiste averti mais sans scrupules, John Higginson, joue les opportunistes. Lui, il reprend des affaires qui périclitent, il essaye de les rafistoler, et puis ensuite, il y a un client ici au Roi qui est l'administration pénitentiaire, et on sait que l'administration pénitentiaire doit gérer des milliers de condamnés, voire des libérés, qu'il faut en faire quelque chose. Il n'est pas question de tourner ici ce pays en vaste bagne insulaire. Finalement, la pénitentiaire loue le domaine. Elle le transforme en une vaste ferme agricole. Il y avait à peu près 260 condamnés sur place qui étaient utilisés ici pour différentes exploitations agricoles, en particulier la canne à sucre, mais pas seulement. On faisait aussi du manioc, on faisait des produits vivriers. L'idée étant de pouvoir approvisionner Nouméa en légumes frais. Dans un premier temps, on pensait mettre les libérés. Faut pas oublier que ces hommes erraient à travers le pays sans trop savoir quoi faire. Ça devenait un grave problème dans ces années-là. Et puis éventuellement mettre aussi des condamnés qui étaient un peu comme un bourrail, amendables et que l'on pouvait installer sur un domaine, quoi. Alors l'idée c'est ça de départ. À Nouméa, les gens vont être en émoi par rapport à ce projet parce que Dambéa, c'est pas très loin éloigné de Nouméa. Le fait d'avoir une ferme agricole à 2 pas de la ville, ça va poser des problèmes, quoi. Donc il va y avoir un mouvement d'opinion contre ce projet. De plus, malgré les investissements réalisés, les résultats de l'exploitation agricole ne sont pas au rendez-vous. Après 10 ans de gestion, la pénitentiaire se retire. Elle ne conserve en 1880 que le site de Bakouya. Mais au lendemain de la révolte kanak, malgré la gérance exceptionnelle du réunionnais Saturnin Maillot, le rendement de l'usine est décevant. Higginson casse alors les contrats et menace d'un procès l'administration coloniale. Un arrangement barbare est alors trouvé. Pour éviter de payer la somme due, l'administration pénitentiaire va mettre en place un contrat de chair humaine qui est donc la mise à disposition pour Higginson de 300 condamnés pendant 20 ans pour travailler dans ces mines de cuivre au Diaout. C'est de l'esclavage quelque part, hein. C'est tout à fait de l'esclavage, puisque c'est le premier de ces contrats qui sera mis en place. Il y en aura 6 en tout, et donc c'est de l'exploitation d'êtres humains. Fermé définitivement en 1902, Bakouya aura fonctionné environ 30 ans. Et avec sa disparition, l'aventure du sucre s'achève totalement en Calédonie. Elle laisse la place à une autre économie, notamment celle du café. Ainsi, ces expériences économiques ont dévoilé aussi des rencontres humaines. De mariage en naissance, le pays s'est métissé biologiquement. C'est le cas de Marie Joubert, fille métisse de Nouma Auguste, deuxième fils du sucrier, né d'une liaison avec une kanak de Tongoué, Marie Andaboué. Marie Joubert épouse le chef kanak de Saint-Louis. Elle est reconnue lors du mariage par son père. Au mariage de Marie avec Ouamitan, qui deviendra le grand chef de Saint-Louis,
il a donné son accord. Il a envoyé son accord par écrit, autorisant sa fille à se marier avec Joseph. Quand il est retourné en Australie, il lui a envoyé des victuailles pour son petit magasin qu'elle tenait là-bas dans la tribu. Et même, il avait demandé à Marie de lui envoyer ses 2 fils aînés pour travailler avec lui en Australie, mais évidemment, personne n'a voulu. Hein. Ça ne s'est pas fait. Je suis très fière de mon ascendance mélanésienne, parce que je sais qu'en plus, mon grand-père descend de la grande chefferie de Païta. Je suis très fière aussi de ma grand-mère, Marie Joubert, parce que son grand-père et son père ont beaucoup travaillé aussi pour la Calédonie. J'assume mon appartenance à toutes ces ethnies. Et en plus, maman s'est mariée avec un Japonais, un immigré, qui était venu pour travailler dans le nickel et qui après s'est reconverti en cultivateur à Saint-Louis. Les Indiens Malabar aussi se sont métissés. Des mariages mixtes célébrés avec des Européens et aussi avec des Kanaks. Avec les Mélanésiens, ça allait bien parce qu'il y a eu des Indiens qui ont eu des enfants qui sont mariés avec des Mélanésiennes qui ont eu des enfants avec des Mélanésiennes. Ils se marient entre eux finalement, mais moins avec les Européens. Mais moins avec les Européens. Avec les Européens, ça s'est passé donc, à la génération de mon père, donc la 2e génération née sur le territoire, pour éviter la consanguinité entre Indiens. Mais sinon, c'était plutôt entre eux et avec des Mélanésiens. Aujourd'hui encore, la danse de la canne à sucre résonne sur tous les océans, Indien, Atlantique ou Pacifique. Au pays de l'or vert, cette épopée sucrière a rendu possible cette rencontre avec l'autre. Des destins se sont entrecroisés et continuent à vivre ensemble.